l'onglet documents à télécharger. N'y allez pas maintenant, vous irez à la fin chercher les documents. Le tout, c'est un peu d'économiser la bande passante pour que la vidéo soit fluide, parce qu'il y a du vidéo aussi tout à l'heure, et pour que la formation se fasse en toute souplesse. Je vous ai préparé une série de documents. Ce qu'on voit aujourd'hui, comment structurer votre département export, est tiré de notre deuxième édition, le commerce international, paru chez Gaëtan Morin au mois de mai 2009, qui suivait une première édition qui est apparue 3 ans plus tôt. Manuel à caractère pratique. Alors, c'est le chapitre 14 qu'on va faire ensemble, un peu à ma manière. Alors, dans le document que je vous ai mis, si j'y vais rapidement, vous avez le PowerPoint tel quel du manuel du chapitre 14, qui est une portion qui est ce qu'on va voir, mais d'une façon beaucoup plus livresque. Ce qu'on va voir, nous, va être légèrement modifié, parce qu'on doit voir ça en moins d'1 heure, alors que normalement, ça fait certainement une session de 3 heures. Je vous ai mis d'autres documents à votre choix, qui viennent de différentes sources, du gouvernement fédéral, de différents organismes de promotion d'exportation. Alors, je fais le tour rapidement, vous téléchargerez à la toute fin le guide par rapport à l'exportation, qui est une publication d'Équipe Canada qui existe encore aujourd'hui, le carnet de route pour l'exportation, qui sont des trucs de B.A.B.A. fort intéressants. Réaliser son diagnostic export, qui est un élément essentiel dont on va parler brièvement tout à l'heure, mais ça c'est la version un peu plus détaillée, un peu plus longue. Je vous ai mis un document de chez nous sur le plan marketing à l'exportation. Alors un document savoureux, complet, bien détaillé sur la stratégie de la planification. Je vous ai mis un document récent sur les Incoterms 2010 qui sont à la mode. D'ailleurs, le 1er décembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, on a un webinaire qui est gratuit. Celui-là, il est sponsorisé par le FIT sur les Incoterms 2000. Il reste quelques places si vous voulez vous inscrire tout à l'heure. J'ai trouvé aussi pour vous un guide de l'importateur parce qu'on parle d'internationalisation, donc pas juste d'export, mais d'import-export, de fonctionnement comme ça. J'ai été chercher aussi chez Développement économique Longueuil, si ma mémoire est bonne, des documents sur les modes de pénétration de marché. J'ai ajouté pour vous financement des exportations, enfin un peu de tout, parce que c'est une session aujourd'hui où on touche rapidement à un tas de trucs qu'on peut pas détailler à fond pendant 1 heure. Alors, démarrage à l'exportation, tout autant de documents qui sont le fun pour vous à considérer. Un document aussi d'Agiletto sur comment échouer à l'international, les 10 meilleures façons de faire. C'est intéressant, c'est un beau petit livre blanc qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est un contenu généreux que je vous laisse aujourd'hui. Connaître du succès avec un agent manufacturier. Ça va être intéressant en dessous pour notre ami M. Prudhomme, entre autres choses. Et transportez-vous sur les marchés étrangers, donc des stratégies de développement de marchés extérieurs. Puis on aura une vidéo tout à l'heure, je vous en reparlerai avec une maison de commerce, parce que ce qu'on va faire, c'est on va analyser un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, le fonctionnement du département international et tirer vraiment du fonctionnement à l'intérieur d'une maison de commerce internationale. Alors, mesdames, messieurs, est-ce que ça va? Ou non? Dites-moi, oui, M. Prudhomme, c'est bon, Guillaume, c'est bien, René Maud, parfait, excellent. On enlève le pouce et on démarre. On enlève le pouce, merci. Madame Toussaint, on enlève le pouce. Et voilà. Alors, aujourd'hui, rapidement, dans notre 50 minutes qui nous a été impartie, on veut parler des étapes du développement des affaires internationales. On va regarder brièvement, rapidement, quelques éléments pour se mettre à jour, peut-être sur nos connaissances, avant de plonger au cœur de tout ça. Alors, on va parler de la relation entre les différents secteurs de l'entreprise qui sont touchés par le commerce international, parce que ça se fait donc les liens entre les différentes structures, les départements internationaux, dépendamment de la taille de l'entreprise. Puis quand on parle de département export, ça peut être une personne qui travaille à temps partiel, ça peut être une équipe de 5 ou de 10, dépendamment de la taille de l'entreprise, mais la base et la structure de fonctionnement va rester sensiblement la même. On va déterminer les tâches pouvant être confiées à l'interne, à l'externe. On va aussi savoir en quoi l'acquisition de l'information s'applique dans notre domaine, l'importance de la veille, entre autres choses, comme élément essentiel.
On va toucher rapidement aussi, c'est tout du rapidement ce matin, parce qu'on pour y aller plus à fond, on en aurait pour la journée. On va prendre l'importance de la gestion interculturelle au sein de l'organisation, et bien sûr de l'éthique, qui est au goût du jour ces temps-ci, dans toutes les nouvelles, cette semaine, la semaine dernière, la semaine prochaine, c'est ce qu'on touche le plus, c'est l'éthique. Malheureusement, peut-être un peu tard. Et on va essayer de voir reconnaître quelque part les signes avant-coureurs de la corruption. J'ai pas écrit ça cette semaine pour vous faire plaisir. C'est vraiment une structure de formation que nous avons donnée ici, au Québec et à l'étranger, à différents endroits. C'est pas un matériel nouveau, c'est un matériel remis à jour constamment, mais c'est l'éthique qui est essentielle dans ce qu'on fait. Voilà. Alors, je plonge d'emblée tout de suite dans mon premier volet. Et je vous introduis, on révise certains éléments préalables avant l'organisation du service pour bien comprendre où on en est. Comme j'ai 3 fonctionnaires qui sont avec nous, ben leur expérience comme exportateur doit être un peu plus limitée, j'imagine. Par contre, on a avec nous M. Alain Prudhomme de chez Génacol. Génacol qui fabrique ces suppléments pour aider à la lubrification des joints, si je ne me trompe pas, M. Prudhomme. J'ai déjà été en mission avec votre patron en Afrique de l'Ouest il y a 2 ans maintenant. Alors, je sais que Génacol exporte différents de leurs produits sur des marchés extérieurs, avec succès d'ailleurs. Alors, peut-être que revenir un peu sur certains éléments du commerce international avant de plonger à fond va nous être utile. Alors, les étapes dans le développement du commerce international se fait d'une façon ou d'une autre. La première, c'est souvent en fonction des occasions d'affaires, c'est-à-dire une demande spontanée qui nous arrive parce que des gens ont vu notre site web puis nous disent « je suis intéressé par ton produit ». Ça ne fait pas partie d'une stratégie. Par contre, on a aussi la création de relations d'affaires régulières à l'étranger qui fait donc partie d'une planification d'une stratégie bien prévue qui nous amène à une recherche dynamique de débouchés extérieurs et peut-être, en dernière étape, l'implantation directe sur un marché étranger. Alors, est-ce que je suis quelque part victime d'une demande extérieure auquel je dois répondre parce qu'on a trouvé mon produit, ou je fais une planification structurée qui est en plusieurs étapes pour me permettre de m'ouvrir sur des marchés extérieurs, de trouver de nouvelles avenues selon un plan directeur, puis finalement peut-être par implanter une usine comme ça à l'étranger. Alors ça, c'est une stratégie qu'on ne voit pas nécessairement toujours au sein d'une PME qui va être plus réactive que proactive. Et dans le développement d'une stratégie de développement international, la proactivité joue une importance et la mise en place d'un plan est essentielle. Alors, peu importe le niveau de complexité d'une structure liée aux affaires internationales au sein d'une entreprise, cette dernière doit, pour être efficace, intégrer ses activités internationales dans ses autres activités. C'est pas quelque chose d'externe, mais vraiment, ça fait partie du tout de l'entreprise. Je vous dis ça comme ça peut paraître tout à fait normal, mais souvent, on engage une compétence, fraîchement émoulue des HEC, où on prend un jeune cadre, puis on lui dit, tiens, toi, tu développes l'international, puis on le confine dans un coin de l'entreprise, puis on limite un peu ses possibilités, ses développements, puis sa façon de faire, et surtout ses relations avec les autres éléments de l'organisation. C'est ce qu'on veut souligner aujourd'hui, c'est l'importance de travailler, pas en vase clos, mais en mode collaboratif. Alors, la complémentarité et la collaboration requises par les différents intervenants aussi à l'externe, soit les gouvernements, les banquiers, les avocats et autres, sont aussi un élément essentiel de tout ça, et c'est ce qu'on va voir un peu plus en détail dans quelques minutes. Alors, la vision de l'entreprise et sa stratégie de lancement est basée avant tout sur un diagnostic, un plan d'affaires international, une stratégie de développement de marché établie, une stratégie de prix, et bien sûr, un choix judicieux du partenaire. Alors, je définis ça rapidement. C'est pas un cours sur le diagnostic, mais avant tout, il faut se préparer à connaître, prendre conscience qu'il s'agit d'un engagement pour une organisation, une entreprise à très long terme. Il faut connaître ses forces, il faut connaître ses faiblesses, il faut corriger ses faiblesses comme on le peut, avec les outils qui nous sont offerts, parce qu'on parlait tout à l'heure, nos gouvernements, nos commissaires à l'exportation, de la formation, les banques,
le conseil juridique pour nous permettre de placer nos produits ou nos services sur des marchés extérieurs avec le plus de chances de succès. Alors avant tout, on prend comme une photo, une Polaroid de notre organisation pour voir où on en est. C'est une démarche normale, standard. Une démarche que les entreprises ne font pas. Parce que se disent, oh, j'ai pas le temps, c'est pas besoin, tout fonctionne très bien. Alors que c'est un élément essentiel et j'ai mis pour vous dans les liens web que vous pouvez aller chercher en bas, à droite, vous allez trouver ça dans les documents à télécharger, entre autres choses. Je vous ai fait une référence à la portion du site du MDAIE sur le diagnostic international. Vous êtes curieux, vous irez lire, c'est pour ça que je vous ai mis aussi un de ces dépliants sur le diagnostic à l'international que vous pourrez télécharger tout à l'heure. Alors, je poursuis. Il faut aussi, à partir de ce diagnostic, faire un plan. Le but premier du plan, c'est pas d'aller chercher du financement. C'est le 5e but, à mon avis, ou le 4e ici, chercher du financement. Le premier, c'est clarifier son esprit par rapport à ça. Alors, j'ai besoin de faire un diagnostic pour savoir où je m'en vais. Puis quelles sont mes capacités pour m'y rendre. Connaître mes besoins. Communiquer aussi ce plan-là avec mon délégué commercial qui travaille à l'ambassade à l'étranger, ou avec mon représentant du gouvernement ici au Québec, ou avec mon commissariat à l'exportation, ou avec mon banquier, ou avec mon transitaire, ou avec tous mes autres donneurs de services avec lesquels je vais travailler. Évidemment, le plan est un document qu'on peut rééditer. J'ai pas besoin de montrer à mon transitaire mes projections financières mes 3 prochaines années. Mais je peux lui demander d'appuyer mon travail par rapport à ce que je lui montre comme plan, et ça va le rassurer peut-être par rapport à l'ampleur de ce que je veux développer. Évidemment, ça m'aide aussi à aller chercher du financement, malgré qu'on ne dépose pas son plan à la banque pour aller chercher de l'argent, on dépose son plan à la banque pour assurer son banquier, puis plus tard, en cours de route, quand on fait de bonne communication avec lui, ça nous permet de le rassurer qu'on atteint les buts qui ont été visés dans le plan, et de ce moment-là, d'aller chercher le support financier, soit à la banque, soit au ministère, ou Développement économique Canada, ou Exportation Développement Canada, quand ces supports financiers existent, dépendamment de l'économie, du cycle de l'économie dans lequel on se trouve. Et bien sûr, idéalement, un plan est un document qui devrait être quelque part réévalué chaque année, chaque 2 ans, pour le bonifier. Je vais vite un peu dans cette partie parce que c'est un matériel qu'on doit quelque part déjà en partie connaître avant de structurer son département export, mais c'est toujours bon de le rappeler. Alors, l'élaboration d'un plan export, c'est essentiel pour connaître son marché. L'orientation principale de notre entreprise vers le ou les marchés sur lesquels on veut travailler. C'est aussi essentiel pour s'associer avec nos partenaires stratégiques. Trouver notre niche de marché. S'adaptation du produit sur le marché étranger. Tous des éléments comme ceux-là, on va passer dans une stratégie de planification à l'exportation. Alors encore une fois, dans les liens Internet que je vous ai rajoutés, vous avez un lien direct sur les pages du MDAIE correspondant au plan d'exportation avec un guide pour l'écrire, le structurer, etc., qui sont autant de documents précis, bien faits, pour aider l'entreprise dans cette partie-là, autant le diagnostic que le plan d'exportation. On va mentionner aussi l'importance d'un calcul de prix à l'export. Il faut comprendre que c'est pas en manufacturant un produit ici auquel j'ajoute du transport puis une commission supplémentaire que je me rends compétitif dans un marché international. Il y a tous les éléments de culture d'affaires. Je ne fais pas des affaires au Québec. Excusez-moi. On ne fait pas des affaires au Québec comme on les fait à Buffalo, comme on les fait à Bruxelles, comme on les fait évidemment à Shanghai ou à Adélaïde. La culture de l'affaires va influencer la façon dont on va monter sa stratégie de prix, aussi surprenant que cela puisse paraître. Il y a aussi bien sûr la perception du produit sur le marché. Il faut bien sûr évaluer la concurrence pour savoir où on se situe par rapport à eux. Il faut connaître la taille et le potentiel du marché qu'on vise, voir si quelles sont nos possibilités réelles d'aller chercher une part de ce marché-là et qu'est-ce que ça vaut comme possibilité à moyen et à long terme. Il faut se servir de ça aussi pour établir notre stratégie de marketing. Il faut aussi établir une fourchette de prix, fourchette comme ça, là, entre le plus bas et le plus élevé. Donc, il faut être capable d'être conscient de ses coûts fixes et de ses coûts variables pour pouvoir se créer cette fourchette de prix qui va nous permettre, pas d'offrir au plus bas,
d'offrir au plus élevé, mais de savoir jusqu'où on peut aller entre les deux et toujours générer un bénéfice. C'est très important. Ce qui va influencer beaucoup sur notre capacité de négocier. Et la négociation, ailleurs qu'au Canada et aux États-Unis, ne repose pas uniquement sur le prix, mais va reposer sur un ensemble de facteurs, qui est le produit, sa valeur ajoutée, le financement que j'y ajoute, la perception d'un produit canadien sur un marché extérieur, la perception de mon organisation. Bon, tout est des éléments qui vont influencer dans ma capacité de négocier pour aller chercher le meilleur prix. Voilà. Et la question qu'on se pose pour l'entreprise, c'est est-ce que j'ai une stratégie de prix en place? Est-ce qu'elle est basée sur les coûts variables seulement? Les variables plus les frais directs à l'export, les coûts complets, ce qu'on retrouve le plus facilement, ce sont les coûts complets, plus les frais directs à l'export, ou les mêmes pratiques que le marché local, ou les frais directs à l'exportation. Je vous pose la question, c'est pas une question à réponse, c'est une question à réflexion. Alors souvent, ce qui arrive, c'est que mon entreprise, elle fonctionne à coût complet, plus les frais directs à l'exportation, et les surprises d'arriver sur un marché extérieur avec un prix qui est pas vraiment compétitif. À moins d'avoir un produit que personne d'autre n'offre. À ce moment-là, il n'y a pas de compétition. Mais quand je me trouve dans un secteur compétitif, il faut que je sois capable de comprendre que je peux travailler avec mes coûts variables, plus les frais directs à l'export. Alors ça, c'est un autre cours sur la stratégie de prix à l'export pour comprendre comment je suis capable d'établir ça. Et encore une fois, d'aller faire ma fourchette. Des fois, je peux vendre moins cher à l'étranger pour pénétrer un marché. Ce n'est pas du dumping si je sais compter de manière adéquate. Voilà. Alors ça, c'est la stratégie de prix. Encore une fois, je vous ai mis un lien sur le site du MDAIE, qui est très riche en contenu depuis quelques années, sur la stratégie du prix à l'exportation pour développer un peu plus là-dessus. Parce qu'il n'y a pas de département export sans qu'on ait une stratégie de prix qui soit dûment établie. Et pour terminer cette première partie, cette préparation, nos stratégies de diversification. Est-ce que je vais travailler en entrée directe, c'est-à-dire que je prends l'avion, je me déplace, je vais à Baltimore, je trouve mon client, je lui vends, je lui livre et je perçois mon argent. Donc, ma propre opération. Est-ce que je veux faire ça? Souvent, notre PME québécoise qui veut tout faire elle-même, mais c'est pas l'adage d'une PME québécoise, c'est l'adage de toute PME, qu'on soit ici, qu'on soit en Tunisie ou qu'on soit en Australie. L'entreprise, la petite, moyenne entreprise veut tout faire ça elle-même. Au départ, elle a l'impression de mieux contrôler son marché. Alors que souvent, de travailler en entrée indirecte avec un agent, distributeur et parfois une maison de commerce, peut être un avantage indéniable. Bien sûr, pas que ça coûte à l'entreprise, mais il y a une portion de la responsabilité qui est transférée. Donc, ça veut dire qu'il y a une portion du revenu qui va aller là. Ça coûte rien à l'entreprise. Ça va, c'est fait partie dans le coût de développement, si on veut, quelque part. Enfin. Alors, on imagine souvent que la première étape d'une entreprise exportatrice, c'est celle-ci. Avec le temps, en gagnant de l'expérience, on s'en va tranquillement vers un élément comme celui-là. Alors, admettons ici que c'est vraiment l'an 1. Ici, on est rendu à l'an 2 ou 3 ou 4 ou 5. Et avec l'agent ou distributeur avec lequel on s'est associé dans un pays, à un moment donné, on décide qu'on a confiance en lui puis qu'on est prêt à travailler en alliance stratégique, c'est-à-dire peut-être de créer une co-entreprise, de faire, de céder des licences ou faire des transferts de technologie, mais ça n'arrive que très rarement dans l'an 1. La stratégie, souvent, c'est de se bâtir une réputation sur un marché, de se faire une confiance avec des éléments sur place, d'être apprécié, d'être demandé. Et là, on peut imaginer des fois, par exemple, prendre sa machinerie d'ici, qui commence à être moins jeune, de la transférer dans un marché extérieur, de commencer à manufacturer là-bas. Je sais pas, je commence à vendre au Mexique, vente directe, je me trouve un agent, un distributeur, je fonctionne avec eux pendant quelques années, on décide de faire une co-entreprise, je prends mon matériel d'usine là-bas, je le transfère dans une maquiladora au Mexique, une région hors douane. Ma machine est peut-être pas neuve, mais elle est très performante, peut-être moins performante que j'en ai besoin pour l'Amérique du Nord, mais à partir du Mexique, je peux fabriquer là et vendre ailleurs en Amérique centrale, en Amérique latine avec mon partenaire. Donc, je délocalise une partie de mon emploi, je délocalise une partie de ma production, je délocalise une partie de mes ventes et marketing. Je m'arrange, comme je travaille hors douane, je peux récupérer des revenus qui sont allégés de fiscalité. Enfin, il y a tous les éléments que je peux faire de cette manière-là. Voilà.
Et bien sûr, ma clientèle, quelle est-elle toujours pour mon entreprise? Bien, on va parler toujours de je vends des manufacturiers, je vends des distributeurs, je vends des grossistes, je vends des sociétés de commerce, je vends des agents, je vends des courtiers, je vends au détail. Alors tout ça passe par le diapositive précédente. Mon agent, des fois, va vendre un distributeur, je vais vendre une société de commerce qui va vendre un grossiste, qui va vendre à des détaillants. Enfin, il y a tout un ensemble comme ceux-là. Je dois garder ça à l'esprit dans ma structure de mon département international. Voilà. Alors, courte introduction qui nous a pris quand même une douzaine de minutes. Avez-vous des questions? Êtes-vous avec moi? Alors, pouce si tout va bien. La main si on a une question. Voilà. M. Prudhomme, vous n'êtes pas en train de faire votre courrier électronique? Parfait. Super. On enlève le pouce et on continue. Je veux pas agacer personne quand je dis ça, courrier électronique, c'est parce qu'une formation en ligne, des fois, on a tendance à écouter derrière, dépendamment du dynamisme de la formation. Alors, comprenons qu'on a une différence dans notre structure de département international, dépendamment si on est une PME manufacturière ou une grande entreprise. Nos forces ne sont pas les mêmes, le support qu'on a derrière nous ne sont pas les mêmes, la taille de nos ressources ne sont pas les mêmes non plus. Il faut tenir compte de ça dans notre façon de faire. Alors, la PME manufacturière est beaucoup plus petite et souvent on aura une personne